On compte près de 12 millions de personnes handicapées en France et les trois quarts ont le permis de conduire, mais se stationner reste souvent pour eux une galère à laquelle s'attaque Philippe Croison. C'est parti pour un nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co. Trouver une place de parking quand on est une personne en situation de handicap, eh bien ça reste encore souvent compliqué en France parce que des gens se sont garés alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire ou parce que juste il n'y a pas de place. Et pour y remédier, une appli a été lancée cette semaine. Cette appli, elle s'appelle VIP, Very Important Parking. Et c'est vous qui l'avez lancée, Philippe Croiseau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'En route pour demain. Vous êtes accompagné de Thierry Garot qui est cofondateur de cette application. Alors on vous connaît, vous êtes très médiatique, vous êtes un aventurier, depuis 30 ans vous nous faites vivre et vous nous montrez qu'on peut se déplacer quoi qu'il arrive. Pourquoi aujourd'hui vous êtes saisi justement de cette question du parking? Pourquoi vous vous êtes dit je vais créer une appli, on va recenser toutes les places de parking avec le petit logo fauteuil roulant dessus? Exactement. Alors, le parking, le stationnement, c'est le premier étage de la fusée. Après, on va aller un peu plus loin quand on va développer ensemble. Mais c'est vrai que quand j'allais faire mes conférences, je fais à peu près entre 100 et 120 conférences à l'année. Et j'allais à Marseille, Bordeaux, Paris. Et je tournais en rond. Je tournais en rond pendant des heures et des heures pour trouver une place. Et je gaspillais de l'essence. Et je commençais à m'agacer parce qu'après, j'avais mon timing qui tournait. Et je dis, c'est pas possible. Et un jour, on était tous les deux dans le bureau à la maison avec Thierry. Et il regarde ma bagnole, il dit, ça va toi au niveau de la circulation? Alors je dis, non, mais je galère pour me garer, quoi. Et là, on se regarde. Et si on crée une application? Alors qu'on n'y connaît que dalle. C'est comme à chaque fois. Et là, on prend ça un peu comme une aventure, une nouvelle aventure humaine. Vous savez, quand je veux traverser la Manche à nage, je ne sais pas nager. Quand je veux être pilote sur le Dakar, je ne sais pas être pilote. Et pourtant, j'apprends. Et là, tous les deux, on se lance pour lancer cette application Very Important Parking. Ouais. Alors concrètement, cette application, comment elle fonctionne? Qu'est-ce qu'on va trouver dedans si je la télécharge? On est d'accord, donc sur l'Apple Store, sur les Android, elle est disponible partout. On va trouver 500 000 lieux et places de parking qu'on a référencés dans l'application. Alors au départ, il n'y avait pas de base de données, donc il a fallu qu'on concatène en fait un grand nombre de bases de données, qu'on les référence, qu'on les structure pour pouvoir en fait les poser dans l'application. Et vous allez avoir en fait sur l'application des petits pictos en fait avec la place Andy, en fait le commerce, la boulangerie, tout ce qui est accessible en fait pour les personnes à mobilité réduite. Donc 500 000 lieux et places, mais on est loin du compte. Donc ça veut dire qu'il y a aussi la capacité pour les personnes à mobilité réduite et puis pour leurs aidants en fait de déclarer également des places directement dans l'application. Alors pour ça en fait on s'est fondé sur une communauté de bêta-testeurs au départ. On a fait un appel sur les réseaux sociaux de Philippe et on a eu 500 bêta-testeurs qui sont venus nous rejoindre et qui ont communiqué près de 3000 messages, de 300 suggestions, qui ont fait une amélioration très importante de l'application. Et donc du coup, et qui ont aussi déclaré des photos en fait directement. Donc concrètement, pour que nos auditeurs, parce qu'on est aussi en radio sur BFM Business, comprennent bien, j'ouvre mon appli, je mets mon trajet et sur le lieu d'arrivée, je vais pouvoir voir si autour de moi, il y a une place de parking qui est disponible? Exactement, en fait, je rentre mon trajet, je circule en fait jusqu'au point de stationnement, jusqu'au point de parking. Et une fois que je suis garé, j'ai la capacité en fait de déclarer que je suis garé. Donc j'envoie en fait un petit message à la communauté en disant cette place n'est plus disponible. Il y en a d'autres en fait qui sont à disposition, ce qui permet en fait d'envoyer une notification directement et de savoir que voilà, il y a une capacité aussi de se garer ailleurs. Là aujourd'hui, pour être très concrète, il y a combien de places de parking qui sont référencées dans votre appli? 500 000 en tout lieux et places de parking. Donc en surface, dans la rue, dans les parkings souterrains? Oui, parce que là aussi, on s'est pas arrêté là. On a été voir les plus gros, les parkings privés, que ce soit FIA ou Indigo. Et on leur a dit, voilà, on crée une application, ça serait bien que vous soyez partenaire avec nous. Donc, ils ont intégré l'application. Enfin, nous, voilà. Parce que j'avais rencontré une petite difficulté, c'est-à-dire que quand j'allais me garer dans un parking privé, il y avait marqué complet. Et je voyais toutes les places PMR qui étaient vides. Je dis, mais pourquoi je ne peux pas rentrer? C'était pas considéré comme des places de Et on parking. vous laissait pas rentrer Eh en ben non, on ne pouvait disant pas. Ben non, c'était pas jouable. Et donc, c'est pour ça qu'avec eux, on a dit, bah, écoutez, avec l'application, on pourra réserver déjà la place de parking, ou alors quand on arrivera sur le terrain, bim, la barrière s'ouvrira et la personne pourra aller se garer. Et ça, c'est vraiment intéressant. Là, du coup, vous êtes un peu en train, si je vous écoute, de vouloir devenir le Waze de la place de parking pour les personnes en situation de handicap. Ça veut dire qu'il va vous falloir une grosse communauté. Il vous faudrait combien de centaines de milliers ou de millions de personnes pour que ce soit vraiment ultra efficace? Parce qu'il faut finalement pouvoir signaler en permanence les nouvelles places, si les places sont occupées. Si on se base sur les chiffres en fait, de ceux qui sont concernés directement et qu'on rajoute ceux qui sont concernés indirectement, à partir de 100 000 utilisateurs, on a déjà une base structurée en fait, parce qu'on a un phénomène de viralité après qui se met en place. Donc là, aujourd'hui, déjà avec 150 bêta-testeurs, on a déjà plus de 2000 places qui ont été déclarées sur une période de 15 jours. C'est-à-dire que les gens, ils ont pris leur voiture, ils sont allés dans les villes, dans les villages, déclarer des places, les prendre en photo, nous les envoyer de telle manière à ce qu'on les
populent directement dans l'application. Donc si on fait un prorata, vous voyez en fait le phénomène exponentiel que ça peut représenter. Ce qui était assez incroyable, c'est que les bêta-testeurs se sont appropriés l'application. C'est-à-dire que c'était plus nous les inventeurs, c'était eux. Et les codeurs, enfin les cadres fantastiques comme on les appelle, eux ils travaillaient H24 jour et nuit. Et ils voyaient les informations arriver et après ils nous rappelaient, bon, ben là il faut prioriser parce qu'on va améliorer ceci, on va améliorer cela. Mais on va pas s'arrêter là parce qu'on va référencer également les toilettes PMR partout en France, les plages accessibles, la montagne accessible, vous voyez, tous les restaurants, les hôtels. Enfin, vous voyez, ce serait l'application de toutes les mobilités. Ça ne s'adresse pas seulement à ceux qui ont un permis de conduire. C'est-à-dire que même vous, même une maman avec une poussette, hein, parce qu'on parle d'accessibilité universelle, si on parle de chiffres, un commerce accessible, un petit commerçant, un restaurant, un hôtel, c'est 10 à 12% de chiffre d'affaires supplémentaire. Si justement il est référencé comme étant plus accessible. S'il est accessible, c'est simplement s'il est accessible, il est accessible pour moi. Moi, quand je vais au restaurant, j'y vais pas tout seul. J'y vais avec de la famille ou des amis. Donc je consomme. Donc je suis bien un citoyen qui va consommer. Donc il veut bien rentrer dans le restaurant ou dans le café pour aller boire un coup. Donc voilà, on parle d'accessibilité universelle. Tous ces gens-là, une fois qu'ils sont accessibles, ils pourront être sur l'application. Est-ce que du coup, on a ces 500 bêta-testeurs qui vous ont aidé à développer? Ça veut dire que derrière, là, vous demandez finalement à d'autres bêta-testeurs de venir et de vous envoyer des messages, de tester des choses. Comment ça va se mettre en place, ce La développement? communauté des bêta-testeurs va évoluer. Elle a déjà évolué depuis 2 jours. Ils se sont transformés en testeurs de folie, en fait. Voilà, on les a appelés les testeurs de folie. Les cas fantastiques, les testeurs de folie, ah oui, c'est vraiment... on est très dans le Marvel, en fait. C'est fantastique, là. Voilà, on est très dans le Marvel. Et en fait, pourquoi on les a appelés les testeurs de folie? Parce qu'ils nous ont vraiment portés. Comme je le disais, c'est-à-dire que les codeurs étaient en prise directe en fait, avec eux. Et ça, pour en fait, cette application, elle est d'abord coopérative en fait, dans sa construction et elle est communautaire dans son utilisation. Donc on a 2 sujets en fait, importants. Et donc on leur a dit, on va faire évoluer en fait, votre rôle en fait, à côté de nous. Et systématiquement, à chaque mise à jour, on prendra 8-10 jours. Vous aurez la mise à jour en premier, vous la testerez et elle sera validée par vous, instampillée par vous avec un label VIP. Et elle sortira en fait en live sur les stores après. Là, il y avait déjà un peu des applis comme ça de renseignement de parking qui existaient. Visiblement, elles n'ont pas connu un succès extrêmement fort. Est-ce que vous allez travailler avec, je pense à Google avec Maps ou avec Apple avec Plan pour justement avoir peut-être plus de données encore et peut-être pouvoir intégrer votre appli dans leur carte parce que finalement, ça donnerait une ouverture notamment aussi à l'international. Et puis, je pense à tous ces visiteurs qui vont venir nous voir à Paris cet été pour les JO. Complètement. Vous savez, là, on est sur le marché français aujourd'hui. Après, notre ambition, c'est de faire le marché européen et ainsi de suite. C'est de continuer à développer l'application. Mais d'abord, le marché français, quand on aura une application vraiment béton, avec beaucoup d'informations, avec tous ceux qui vont nous rejoindre et qui vont déclarer des places et ainsi de suite, les commerçants qui vont déclarer leur commerce, on va avoir une donnée mais de dingo, quoi. Donc, je le répète encore une fois, hein, 12 millions de personnes handicapées, 11 millions d'aidants. Ça fait du monde, hein. Et ça, on va améliorer la vie de toutes ces personnes grâce à l'application. Et moi, ça va m'améliorer ma vie hein, au quotidien, hein, parce que j'en avais vraiment besoin. Parce que quand on va se garer sur une place, c'est parce qu'on a un but, on veut aller quelque part. Et une fois qu'on est garé, eh ben, on voit tous les pictos arriver, pharmacie, boulangerie, restaurant, et ainsi de suite, tous ceux qui sont accessibles autour de nous. Vous nous disiez tout à l'heure que justement dans vos déplacements multiples, des dizaines par an dans toutes les villes, vous aviez du mal justement sur cette question de mobilité. Est-ce que vous voyez avec les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques qui vont arriver, qui vont être un énorme enjeu pour la France, est-ce que vous voyez que justement la situation s'améliore ou qu'on prend les choses en main pour se dire bon, on va accueillir beaucoup de monde, il faut qu'on les accueille dans les meilleures conditions possibles? Écoutez, pour moi, dans l'aérien, la SNCF, je ne rencontre plus de problème pratiquement. Franchement, je voyage librement. Le seul petit souci, c'est qu'il faut prévenir longtemps à l'avance. Voilà, trop longtemps à l'avance. Je crois que maintenant, on doit être à 48 heures à l'avance pour voyager. Ce qui est compliqué. Moi, quand j'ai des rendez-vous à Paris ou n'importe quoi, ça va être à l'instant T. Donc, je ne peux pas prendre un billet de train à l'instant T. Voilà, ça, c'est compliqué. Donc, mais par contre, le service, l'aide à la personne est vraiment génial. Ouais. Après, la ville en elle-même, il y a encore du boulot, hein. Il y a encore du taf. Hein, quand vous dites la ville, vous pensez à Paris ou aux villes françaises en général? Alors, il y a des villes magnifiques hein, comme Nantes, Grenoble, qui ont mis un coup de poing sur la table. La municipalité, le maire a dit « Bon, je veux une ville accessible, je veux une ville handi accueillante. » Mais allez vous balader à Marseille ou même ici à Paris, waouh, c'est une grosse galère quand vous êtes en fauteuil. Les gens qui se garent sur les trottoirs, les gens qui ne respectent pas les places, la voirie qui n'est pas adaptée, les trous dans la voirie. Juste les cacas de chiens. Alors ça, les cacas de chiens, quand vous êtes en fauteuil roulant, c'est juste un moment de bonheur, hein, parce que c'est vos mains qui sont dedans après. Hein. Donc tout ça, la RATP, je pense qu'elle a un gros travail à faire, hein, parce que très souvent, le bus se gare un petit peu loin du trottoir, et il dit « Oh pardon, je ne peux pas mettre la rampe », parce que son bus est déjà bien complet, et il n'a pas envie de s'embêter avec un gars en fauteuil. Donc voilà,
il y a des mentalités à faire évoluer encore. C'est une question de civisme finalement, si Ouais, je vous écoute beaucoup. bien tous les deux sur Beaucoup. ces questions-là. Une question de solidarité et de civisme, tout simplement, parce que celui qui a un handicap permanent, en fait, on peut se retrouver aussi avec un handicap permanent ou avec un handicap temporaire. Donc on est tous individuellement concernés. Donc c'est ce qu'il faudrait véritablement qu'on ait comme réflexe. En termes de le premier truc, parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre aussi de jeunes entrepreneurs qui sont en fauteuil et qui se saisissent de ces questions-là. On a déjà reçu ici dans En route pour demain, notamment qui imaginent des trottinettes qu'on peut clipser sur les fauteuils, des solutions, etc. Ce serait quoi pour vous la première mesure à prendre pour justement faciliter l'accès de toutes ces personnes qui aujourd'hui ont du mal à se déplacer ? Ah, le rêve absolu ici à Paris, parce que bon, j'étais à Londres pour les Jeux paralympiques de 2012, qui ont été une claque à travers le monde entier. Qui était déjà il y a 12 ans, donc ça Ouais, remonte. qui est déjà, ouais. Non, ce qui serait génial, c'est un métro accessible, vraiment. On sait que c'est compliqué, il y a plusieurs étages, il faudrait creuser, faire des trous pour les ascenseurs et ainsi de suite. Mais ça serait une telle liberté dans cette grande ville monumentale qu'est Paris. Mais bon, après, voilà, je sais pas, la RATP peut-être améliorer les bus, que les rampes ne soient pas en panne et ainsi de suite. Donc voilà, mais le message que j'avais envie de faire passer aussi pour VIP, Very Important Parking, c'est que j'ai envie de m'adresser aux entreprises parce que eux, avec leur RSE et ainsi de suite, ils peuvent prendre des abonnements de notre application. Oui, parce qu'on n'a pas parlé du prix. On est à 2,90 par mois, c'est ça ? 2,99 ouais, par mois. Et 19,90 si on s'abonne pour toute la vie. 19,99 à vie. C'est une offre de lancement. 19,99 à vie. Là, c'est une offre de lancement pour les premiers qui vont arriver. Mais vraiment, je parle vraiment aux entreprises parce que moi, je fais beaucoup de conférences en entreprise. Je fais, comme je disais tout à l'heure, entre 100 et 120 conférences à l'année. Et je vois bien les politiques RSE dans les entreprises, les politiques à l'accès à l'emploi et ainsi de suite. Aujourd'hui, on y arrive. Ça fonctionne vraiment. Ça fonctionne vraiment. Et je m'adresse à eux en disant, voilà, on peut apporter un petit plus grâce à Very Important Parking. Vous pouvez l'offrir à vos collaborateurs pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure. Ça améliore vraiment la chose. Et contribuer à l'application, du coup, pour vous aider à renseigner tous ces lieux et toutes ces places de parking et ces lieux plus ou moins, surtout plus accessibles demain. À la fois être contributeur et puis aussi externaliser en fait leur stratégie RSE et leur stratégie QVT en achetant en fait à la fois des abonnements VIP pour leurs collaborateurs et aussi pour en fait tout un tas de personnes qui peuvent en avoir besoin. Et maintenant aussi, c'est pareil, si une grosse entreprise qui nous écoute là maintenant dit « Waouh, j'ai envie d'être avec eux et j'ai envie que cette application puisse fonctionner à fond », mais ils sont les bienvenus. Franchement, on a besoin d'eux. Le message est passé. Merci beaucoup Philippe Croison d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Thierry Garot d'être venu, cofondateur tous les deux de cette appli Very Important Parking. On poursuit cette émission consacrée à l'accessibilité en partant en Ile-de-France. C'est un reportage de Julien Bonnet et Bastien Poty. Nous sommes ici à Vélizy dans les locaux du CEREM, le Centre de recherche et d'innovation mobilité handicap, donc une association qui a été créée en 2007 pour faire le lien entre le monde de la recherche, le monde médical et les industriels et bien sûr donc les personnes en situation de handicap. Ils ont développé pendant 10 ans un simulateur qui est couplé à un logiciel et qui va permettre finalement de trouver la meilleure formule pour conduire en situation de handicap ou suite à un accident de la vie, c'est-à-dire j'ai le permis et il va falloir que je trouve une solution car je ne peux plus conduire normalement. Donc le simulateur il est juste derrière, on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Me voici donc à bord de ce simulateur du CEREM. Je suis avec Antoine Vernier, enseignant à la conduite spécialisée handicap. Bonjour Antoine. Bonjour. Donc là, je vois que je vais pouvoir finalement tester différentes solutions pour adapter un véhicule. Qu'est-ce que j'ai finalement là devant les yeux? Donc là, juste sur le volant, vous avez un cercle qui permet d'accélérer. Donc on voit que ça fonctionne sur le simulateur. Vous avez à votre droite un levier qui va permettre de freiner en poussant et une poignée accélératrice donc pour gérer l'accélération du véhicule. On a également une possibilité d'accélérer et de freiner avec le pied gauche, ce qu'on appelle une inversion de pédale. Et on va avoir aussi éventuellement, en enlevant le cercle, à ce moment-là, mettre une boule sur le volant sur laquelle on pourra avoir toutes les fonctions secondaires comme les clignotants, les essuie-glaces, les feux, etc. D'accord, et donc ce simulateur, ça va vraiment permettre de personnaliser au maximum pour chaque patient la solution qui convient le mieux, c'est ça l'idée? C'est ça, il est vraiment adapté à toutes les configurations, en tout cas toutes les situations de handicap. On peut même enlever le siège pour qu'une personne puisse venir s'installer sur le simulateur sans faire son transfert, à l'aide de son fauteuil roulant électrique. Oui, directement avec le fauteuil devant le volant, ce qui est une possibilité sur certains véhicules. On peut aussi s'installer devant le volant directement en fauteuil roulant. C'est ça. Et du coup, il y a aussi des joysticks qui permettent de contrôler le véhicule.
Donc soit dissocier le frein à l'accélération, à gauche et à droite, Oui. ou bien contrôler le frein à l'accélération et la direction avec une même interface. D'accord. Donc ça reproduit ce que l'on a dans un véhicule en conduite embarquée et au joystick. Et vous voyez un vrai plus de simulateurs par rapport à avant, où c'était peut-être compliqué de trouver la meilleure adaptation du véhicule possible et l'auto-école compatible aussi? Oui, bien sûr, le gros avantage du simulateur, ça va être lors de l'évaluation d'aptitude à la conduite que je fais en binôme avec l'ergothérapeute. Là, ça va permettre vraiment d'avoir les mesures précises concernant les capacités de la personne. Et ensuite, on va pouvoir transférer cela sur le simulateur de conduite pour voir un petit peu comment la personne se débrouille sur la simulation. Dernière question, finalement, on ne se rend pas forcément compte, mais il y a énormément de personnes en situation de handicap en France et finalement beaucoup ont le permis. Vous, c'est ce que vous constatez, j'imagine, au quotidien dans vos formations. Oui, nous on est vraiment spécialisés sur le handicap, donc on reçoit que des personnes en situation de handicap. On en reçoit une quarantaine par an à peu près, en tout, concernant les évaluations, l'accompagnement au permis de conduire, puisqu'on a aussi des personnes qui régularisent leur permis, qui ont déjà un permis et qui doivent réapprendre à conduire avec de nouveaux aménagements, et quand même repasser devant un inspecteur pour vérifier la concordance des aménagements avec leurs capacités. Voilà, mais il y a quand même aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas informées des possibilités qu'il y a pour reprendre la conduite, notamment quand on est sur des aménagements assez lourds, avec des handicaps lourds en tout cas. Il y a un manque d'information quand même à ce niveau-là. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient conduire alors qu'elles ne le savent pas en fait. Merci Antoine, c'est passionnant hein, ce simulateur, on en parle un peu plus de la genèse de cet outil, donc avec l'un de ses papas, Benjamin Malafosse, directeur général du CEREM. La genèse du simulateur, ça a débuté avec une rencontre avec les centres de rééducation pour identifier un petit peu les manques en termes d'évaluation d'aptitude à la conduite. Donc on a voulu, avec le soutien de la Fondation Maïf et en partenariat avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin, laboratoire l'ISV, de travailler sur une solution logicielle qui permette aux centres de rééducation d'avoir de la donnée objective sur leurs patients par rapport à l'accès au permis de conduire. Aujourd'hui, ils n'avaient uniquement de la pratique, uniquement de certains accès à l'auto-école, mais pas de la mesure sur ce qu'on peut faire sur le logiciel de conduite, à savoir les temps de réaction, modulation du volant, modulation du freinage. Le simulateur est commercialisé donc auprès des centres de rééducation et des hôpitaux. Au niveau du modèle économique, ça fait partie de notre partie, on va dire, lucrative de l'association. On reste une association et toutes les parties bénéfices aident à cofinancer le permis de conduire, la régularisation de nos élèves qui viennent tout au cours de l'année pour justement leur permettre d'accéder à un permis de conduire à tout à fait raisonnable. Et on peut avoir plusieurs publics, hein. Ça peut être les primo-permis, des personnes qui vont essayer d'apprendre le permis de conduire, mais on est souvent sur des cas plutôt en termes de régularisation du permis de conduire. C'est des personnes qui ont eu leur permis avant, qui ont eu un accident à un moment donné ou une évolution de leur maladie, et il va falloir évaluer et adapter le poste de conduite. Et donc là, le simulateur permet de travailler sur ces adaptations-là. Avec près de 20 000 personnes qui ont besoin chaque année d'évaluer ou de réévaluer leur capacité à conduire, ce simulateur il a déjà trouvé preneur dans 20 centres de rééducation et il devrait en rejoindre 18 autres cette année 2024. Merci beaucoup Julien Bonnet et Bastien Poty. Voilà, ce numéro d'En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis en multidiffusion tout au long de la semaine sur Tech & Co. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.